Parola Libre, lo media indipendente dal país Nissar. Buonasera a tutti, aqui Radio Parola Libre. Siamo il 2 di aprile e siamo al Café des Sports, mais Laurent Prieto che va fare un intrattenimento mais Lilian Aslande. Il y a tout plein de supporters et tout ça. Est-ce que quelqu'un se souvient du score? Ça va être 2000, ça va être en 2007. Bonsoir, merci de cet accueil, ça fait chaud au cœur, car même si on est loin des terrains maintenant, on pense à tous les bons moments qu'on a pu passer dans tous les clubs et ce club-là m'a marqué, donc je tenais à vous le dire. Merci Lilian, merci, on peut l'applaudir bien fort. Et surtout, on vous remercie d'être venu de si loin, parce que vous arrivez de Bordeaux directement, spécialement pour l'occasion. Oui, je suis arrivé ce matin, j'ai pris l'avion et j'ai passé ce midi dans le Vieux-Nice, me rappeler de bons souvenirs à manger, puis après je suis rendu au stade et pour découvrir ce bel écrin qui voit l'évolution du club au jour d'aujourd'hui, même si pour certains le ré est regrettable aussi, mais bon, c'est un club pour avancer est obligé de pouvoir se munir d'infrastructures comme celle-ci, et comme le nouveau centre d'entraînement qui va arriver. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, les résultats sont là, et en espérant pour ce club que dès l'année prochaine, vous puissiez goûter déjà aux joutes de la Ligue des Champions. Alors Lilian, on va démarrer, on va parler un petit peu de votre... Je vous écoute. On va retracer votre carrière, on va surtout parler bien sûr de l'OGC Nice, et on va quand même parler un petit peu d'Auxerre et Bordeaux, vous avez quand même passé aussi un petit peu de temps bien sûr. Donc, alors très rapidement, vous êtes né le 4 septembre 71 à Pauillac, et vous avez commencé à jouer à Mérignac puis Saint-Seurin en Ligue 2, et c'est ensuite que là, vous démarrez pour partir à Auxerre. Alors raconte-nous comment s'est passé de ce choix d'Auxerre par rapport à Bordeaux notamment. À Bordeaux, donc j'avais été contacté par les Girondins, mais c'était au départ pas pour m'entraîner avec l'équipe première, c'était plus pour m'entraîner avec l'équipe de Détroit, alors que Giroud, quand il est venu me voir, m'a dit que même si je ne jouais pas en équipe première, je m'entraînerais tous les jours avec les professionnels, donc c'est ce qui m'a plu. Même si partir de sa ville, de son village, c'est pas facile à cet âge-là à 19 ans pour pouvoir essayer de faire le rêve de sa vie. Mais on le tente et on voit que quand on arrive à Auxerre, qu'on voit que c'est une famille. Parce que c'est un petit village, voilà, il faisait tout pour que ça se passe bien pour chaque joueur. Donc voilà, je m'y suis bien trouvé et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à avoir une carte qui s'est mise sur moi avec des buts de marquer, et puis au fur et à mesure, quand on va ailleurs, et cette expérience-là, on l'a, puisqu'on a goûté déjà à 19 ans aux joutes européennes. Et par rapport à ça, on a deux coupes de France et un titre de champion. Et un titre de champion aussi. Donc c'est avec Laurent Blanc à l'époque. C'est ça. Laurent Blanc, Giroud avait été le rechercher pour le relancer. Il était reparti à Barcelone. Voilà, donc des belles années, de bons souvenirs, et voilà, le premier coach vous marque quand même plus que les autres. C'est vrai, en plus Giroud c'était un papa pour vous presque. Oui, mais pas pour tous les joueurs d'ailleurs. Si, on peut le définir comme ça, même si il se faisait passer pour la personne qui avait jamais ci, jamais là. C'est quelqu'un qui gérait son club de A à Z, et on voit qu'aujourd'hui il n'y est plus et ça ne se passe plus pareil, donc ça veut dire qu'il n'avait pas totalement tort non plus. Alors ensuite, donc, là vous faites 150 matchs avec Auxerre, une cinquantaine de buts, et ensuite vous êtes contacté justement par votre club de cœur aussi, puisque vous êtes bordelais de naissance, et là à l'époque c'est Roland Courbis qui vous contacte pour venir à Bordeaux, et donc là vous décidez de partir sur Bordeaux, et faites exprès, et Roland Courbis ne reste pas d'ailleurs. Oui, mais Roland me fait venir à Paris, puisqu'à côté d'Auxerre, donc je le rencontre à l'aéroport, et il me dit « j'ai un changement à faire dans mon équipe, j'aimerais que tu joues avec Camara devant, et Mikou, pas bon, tout ça, Papin, et j'aimerais que tu viennes. » Donc
Je lui dis pas de souci, si Giroud me laisse partir, il n'y aura pas de problème, je viendrai, puisque bon, jouer pour, on va dire, pour mon club de cœur, j'y viendrai avec grand plaisir. Donc ils font toute leur paperasse ou quoi que ce soit. Et le jour où je vais signer, je vois sur le sud-ouest comme quoi Roland Courbis me raconte la même chose, me dit Lilian, moi mon rêve était d'aller entraîner l'OM, c'est ce que j'ai fait aussi, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'est Guy Stéphane qui le remplace? C'est Guy Stéphane pendant 4-5 mois et c'est Elie Bob qui a pris juste après sa place. Et vous gagnez une Coupe de France avec Bordeaux? Non, un titre de champion, pardon. Un titre de champion, voilà. Contre le PSG. Oui, à la fin, juste par rapport à Marseille, je parle. La dernière journée de championnat. C'est ça. D'accord. Alors après Bordeaux, bah, vous avez alors notamment, oui, vous êtes parti ensuite en Angleterre et en Allemagne. À l'étranger, parce que un souhait de Bordeaux était de changer, de renouveler un petit peu son effectif ou quoi, donc je me sentais plus à ma place totalement, donc j'ai décidé d'aller tenter ma chance un petit peu à l'étranger, à Sunderland, où ça s'est pas très bien passé avec le coach ou quoi, donc ça, bien sûr j'ai vu d'autres choses, j'ai vu comment se passait le championnat anglais ou quoi, mais expérience footballistique a été nulle. Juste par contre mental, ça a été très important dans ma carrière, de se retrouver loin de chez soi, sans parler la langue, et tous les jours aller s'entraîner sans être voulu, on va dire. C'est difficile d'avoir, on va dire, de se sortir de là, et puis on a réussi, donc en pouvant se relancer avec Bastia et puis avec Nice après. Voilà, donc vous avez fait, donc, on répète, hein, vous étiez à Sunderland, puis à Cologne, enfin à Bastia pour vous lancer, et c'est là que vous arrivez enfin à l'OGC Nice, puisque vous quittez Bastia pour oui, j'étais prêté par Sunderland à Bastia, et il m'avait dit Lilian, on va voir à la fin de l'année si on te reconduit une seconde saison de prêt ou pas. Et ça s'est pas fait. J'avais rencontré Gerdon Propre, parce que je venais quand même, depuis l'accord, je venais passer des week-ends ici, je l'avais rencontré dans le Nice. Et il m'avait dit, Lilian, je suivrai ce que tu feras en fin de saison. Et donc, comme ça s'est passé comme ça, il m'a contacté. Et donc, ça s'est fait naturellement. Et je suis arrivé dans un super groupe qui avait l'année d'avant terminé second. Et par rapport à ça, c'était une intégration très facile. Comme je l'ai dit, c'était déjà une famille. Donc, Et à l'époque, quand on était second, on faisait l'Intertoto. C'est ça. Donc vous avez joué l'Intertoto ensuite. La coupe à Toto, comme on disait à l'époque. Et puis alors là, vous avez rencontré donc, des amis qui sont devenus des bons copains comme Cobos, Abardonado, Pamaro, Valanconi, Poussin Mélin, Samy Traoré. D'ailleurs, vous avez le bonjour de José Cobos qui est à Shanghai, qui a failli venir mais qui n'a pas pu venir. Et Poussin Mélin aussi, le bonjour de Poussin Mélin. Oui, et Poussin, j'étais avec lui en chambre, donc on a lié amitié, puis on jouait devant ensemble aussi, avec Malek Serrat. Donc voilà, c'était une super année, et par rapport à ça, comme je disais, à la fin de cette année-là, j'ai une demande pour repartir à Bordeaux. Et par rapport à ça, donc, le président ne veut pas trop me laisser partir. Moi j'ai 36 ans et je sais, on va dire, j'ai une naissance de ma fille. Ma femme avait, on va dire, déjà une petite fille avec son papa sur Bordeaux. Donc, c'était un peu difficile, donc le président n'était pas trop d'accord. J'avais été rencontrer les supporters, j'avais demandé qu'on aille manger un petit bout ensemble pour pouvoir leur dire que ce n'était pas le souhait du club, que c'était mon souhait à moi. Et j'avais eu le raval un petit peu, sans trop non plus, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me sentais redevable de ce club, donc j'avais toujours dans ma tête le fait que j'avais trahi un petit peu ces couleurs-là qui m'avaient accueilli pendant un an, où j'avais passé une super saison. Et par rapport à ça, quand j'ai eu l'opportunité de faire l'inverse justement à Bordeaux, quand on était en difficulté en parlant du gym, au bout de, je crois, tant de journées, on avait 18 points. Et bien j'ai sauté sur l'occasion en me disant... Vous n'avez pas hésité à revenir, oui. Voilà, et j'avais des copains qui étaient encore là, qui me disaient il manque pas grand chose. Et on s'est battu jusqu'à la fin de la saison pour qu'on puisse rester en D1. Et on a réussi, et peut-être que cette année-là, si on n'avait pas réussi ce challenge-là, peut-être qu'on ne serait peut-être pas là non plus. Donc, comme je dis, tout est lié dans la vie d'un club, que ce soit les gens qui travaillent au bureau, les bénévoles, les supporters, et tout ça, c'est construit avec, je pense, avec tout le monde. Le passé, c'est le passé, mais ça fait partie de la vie du club. Je sais que les supporters, enfin le groupe de supporters niçois à l'époque, à la BSN, avait été reconnaissant que vous
de vous le demander à les rencontrer au restaurant pour leur expliquer pourquoi vous vouliez effectivement, pourquoi vous souhaitiez repartir. Et par contre, vous avez montré votre attachement au club en revenant ensuite pour aider le club justement à l'appel de notamment José Cobos, je crois, Cyril Roll. José jouait plus, il était, entraîneur. Il était avec Fred Antonetti dans le staff. Et c'était Cyril Roll, Pancho Abardonado, il y avait Olivier Chouafny que je connaissais. Et on avait des discussions parce qu'à la fin de chaque match, moi à Bordeaux, je demandais toujours le résultat de Nice et ce qui me chagrinait un petit peu. Et par rapport à ça, donc, ça s'est fait automatiquement quand j'avais déjà eu une discussion avec Cardo qui me disait que lui voulait maintenant miser sur la jeunesse avec Chamac et puis Marcheville un petit peu. Donc ça s'est fait automatiquement et j'ai dit, comme j'avais fait là, je n'ai pas laissé le choix. Je leur ai dit, si vous me gardez ici, vous n'aurez pas le même joueur en face de vous. Ça, je viendrai là juste pour... donc j'ai envie de faire et de rendre ça. Et pour moi, ça m'a apaisé aussi, même si le premier match, quand je reviens, je loupe le penalty, on perd 1-0, qui m'a mis un peu le doute, alors que j'avais une discussion avec les supporters un peu, en leur disant que il fallait pas lâcher parce que à Nice, si on n'a pas le 12e homme, c'est difficile avec ce que j'avais connu. Et donc, mais jusqu'à la fin de la saison, on a fait un commun accord avec tout le monde et on a réussi à s'en sortir tous ensemble. Alors, est-ce que vous vous souvenez aussi de l'année où vous avez fait un 2-2 avec Nice-Ajaccio, et vous avez marqué 3 buts? Expliquez-nous comment c'est possible, pour ceux qui ne se souviennent pas. Un triplé, j'en ai déjà mis, mais comme cela, non, c'était la seule fois où j'ai marqué 2 buts pour mon club, c'est-à-dire Nice, et un but contre mon camp. C'est le seul but contre mon camp que j'ai marqué dans ma carrière, c'est ici. C'était de la tête sur un corner? Sur un corner, ouais. Non, c'est vrai, c'est un ballon, on mène 1-0, il y a un penalty, c'est moi qui tire le penalty. On mène 1-0, ils égalisent, ils mènent 2-1, mais bon, grâce à moi, sur un corner, le ballon m'arrive dans les pieds, sur la tête ou sur le genou, je marque contre mon camp. Et à la fin, je crois 2 minutes de la fin, sur un corner, j'égalise de la tête. Donc ça fait partie des, comme je disais tout à l'heure, des très bons souvenirs, parce que quand on arrive dans un club, on est toujours attendu, parce que comme on a déjà un peu une image avec des buts marqués ou quoi, par rapport à ça, et c'était bien parti, puis ça a bien continué jusqu'à la fin de la saison, donc c'était génial. Et puis quand José Cobos n'était pas là, c'est lui qui prenait le brassard de capitaine, avec le brassard de la DSN. Oui, c'était un honneur de porter ce brassard-là. Quand José, je sais que José le gardait toujours dans son sac. À la fin du match, il ne le mettait pas avec les maillots, il le gardait lui. C'était comme un trophée. Et puis quand José n'était pas là, Gernot Rohr avait décidé de me le donner. Donc c'était un honneur de l'avoir porté et je l'en remercie aussi. Et puis là, on va parler un peu d'une petite anecdote que vous m'avez racontée, assez marrante, sur votre ami Samy Traoré. Vous savez que Samy Traoré, enfin vous ne savez peut-être pas, mais il ratait un petit peu les décrassages du dimanche matin. Et donc une fois, je crois qu'il vous l'avait raconté, je crois qu'il a dormi sur le parking du Non, Journal. c'est pas tout à fait passé comme ça. Après chaque match, on avait notre capitaine José Cobos qui nous disait, bon les garçons, qu'est-ce qu'on fait on va les voir ce soir. Est-ce qu'on se retrouve pour manger ou est-ce qu'on se retrouve un peu plus tard? Donc des fois on mangeait ensemble, des fois on se retrouvait un peu plus tard. Mais par contre, toujours le mot de dire à un moment donné, si on décide de faire ça, le lendemain il faut être à l'entraînement, il faut respecter, il faut se respecter le club, respecter le coach qui lui sera là ou quoi. Donc tellement ils avaient pris ce message à cœur que pour pas louper l'entraînement, le matin on les a retrouvés, ils étaient dans la voiture et ils dormaient dans la voiture. Et ils n'ont pas loupé l'entraînement par contre. Mais ils se sont mis assez tard, je pense. Quand ils sont arrivés à Charlemagne, il faisait presque le jour déjà. Ah peut-être, on n'est pas arrivé en même temps qu'eux, on les a découverts, mais voilà, mais ça... C'était bon enfant et avec le groupe qu'on avait, ça passait très bien puisqu'il n'y avait pas. C'était surtout après les matchs, c'était jamais avant les matchs parce qu'on peut entendre beaucoup de choses dans le football. Moi j'ai eu cette partie-là quand j'ai acheté un bar sur Bordeaux, comme quoi on me voyait tout le temps dehors ou quoi que ce soit, mais comme je réponds aux gens, chercher dans tous les clubs où je suis passé ou quand j'ai été blessé ou quoi que ce soit. Donc si à ce moment, dans ce sport-là, quand on fait des excès, trop d'excès ou quoi que ce soit, on ne peut pas jouer, c'est pas possible. Il y a trop de choses à faire sur un match et c'est difficile. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même des hommes comme les autres et quand on a besoin de pouvoir décompresser ou quoi que ce soit, il faut le faire intelligemment, mais il faut quand même le faire parce que la vie est courte.
Et puis il y a aussi une autre anecdote, c'est quelque chose qui est assez marquant de l'ambiance qu'il y avait à l'époque, puisque après les entraînements, ce qui se fait de moins en moins maintenant dans les clubs professionnels, après les entraînements, vous restiez, tout le groupe restait, vous faisiez des concours pour savoir qui allait payer les pizzas, je crois, c'est ça hein? C'est ça, c'est Samy qui avait lancé ça, et donc comme au départ il ne payait pas, il gagnait. Qui c'est Samy, il payait pas? Et non, il gagnait, donc à chaque fois il mettait ça en route, comme ça le midi il n'avait rien à payer, c'était les autres qui payaient, mais par contre... Oui, il n'avait pas un gros salaire, Samy aussi. Mais un peu comme tout le monde, parce que là, on arrivait à Nice, on savait déjà les conditions qu'il y avait, comme quand j'étais à Bastia, pareil. On n'avait pas les salaires comme je pouvais peut-être avoir à Bordeaux ou quoi, mais c'était pas ce qu'on recherchait sur le moment, c'était se relancer et faire des résultats avec un groupe d'amis. Et je pense que par rapport à ça, je pense qu'on a réussi à faire de belles choses. On en a loupé aussi, mais ça fait partie du football. On ne peut pas toujours réussir tout. Ça serait trop facile maintenant. Puis quand vous êtes revenu donc en 2007, vous êtes revenu en janvier 2007, ce qui montre votre attachement et votre implication dans le club, vous avez rencontré le capot de la Populaire Sud à l'époque, enfin de la Brigade Sud. Oui, et justement, parce que bon, forcément, il y avait un petit bis-bis avec les joueurs parce que l'équipe ne tournait pas très bien et vous leur avez demandé de continuer à les soutenir. Quand je parlais avec mes copains qui étaient encore là, ils me disaient Lilian, c'est un peu difficile des fois par rapport aux résultats. On comprend bien sûr parce qu'on n'y arrive pas. Mais il me dit ce qui empêche certains joueurs, c'est-à-dire des fois les jeunes, parce que peut-être les anciens avec l'expérience avalaient ça plus facilement, mais quand les jeunes rentraient sur le terrain, ils avaient une crispation qui était un peu plus dure, et c'est peut-être ce qui faisait qu'à un moment donné ça n'avançait pas non plus. Donc la discussion était simple, c'était que voilà, moi je ne voyais pas le gym sans le 12e homme, j'ai pas connu ça, donc j'aimerais qu'il fasse passer le message, c'est ce qu'il avait fait aussi. Et comme je vous dis, sur ce moment-là, j'étais un peu bête parce que c'est là où je loupe le penalty. Je reviens juste et on a un penalty de suite au bout de 2 minutes de jeu. Je le loupe et on perd 1-0. Donc le discours que je lui avais fait ou quoi que ce soit, je me sentais un peu gêné ou quoi, mais après les choses sont revenues au fur et à mesure du temps. Et après, on a été jusqu'au bout, jusqu'à ce match de Paris qui a été très stressant jusqu'à la fin, puisque Paoletta a une dernière action à la 90e et c'est Hugo Lloris qui la sort. Et à partir de là, peut-être qu'on aurait pu redescendre en D2, mais cette année-là, on y est resté. Et comme je dis, ça fait partie de l'histoire. Et peut-être que grâce à ça aussi, on est toujours là. Oui, c'est Marama Laerua qui avait marqué 1-0, je crois. C'est ça. Et dans cette saison-là, il y a aussi, je crois que c'est un de vos meilleurs souvenirs aussi, ce match nul, ce but marqué à la dernière minute, on vous en parle peut-être encore, contre Monaco. Pour moi, il est important parce que c'est le dernier but de ma carrière aussi, puisque c'est sur le moment, je ne sais pas que c'est le dernier, et puis après, quand on me dit que je ne suis pas gardé à Nice par rapport à différentes raisons, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, les choses ont été claires et nettes avec tout le monde, donc c'est pour ça qu'on n'est pas, on va dire, on n'a pas d'amertume là-dessus. Ce but-là fait partie le début et la fin, voilà, le premier et le dernier, on s'en souvient tout le temps, et puis il y a eu cette petite anecdote du maillot camouflage qui avait pris à l'époque, une ampleur un petit peu, mais c'est surtout que nous sur le terrain, quand Monaco, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas réussi à battre Nice chez eux, quand 5 minutes avant, on voit la joie des Monégasques et le stade qui croient que ça y est, ils ont réussi, et qu'on fait avec nos supporters et nous sur le terrain la même joie après, c'est quand on le revoit à la télé, parce que j'ai ces images-là, que je me repasse de temps en temps pour la nostalgie, on va dire, c'est agréable de voir ça. Une petite anecdote aussi, vous nous parliez d'un repas que vous faisiez des repas en commun, et un jour c'est le coach dit, voilà, il a dit c'est moi qui vais payer l'addition. Alors racontez-moi un peu, c'était Antonetti alors? Oui, c'est ça, c'est Fred Antonetti. Mais quand je suis arrivé, au bout de 3 entraînements, je lui ai dit, mais coach, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a de la qualité dans ce groupe, mais je ne vois pas de vie dans ce groupe. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les joueurs ils viennent, on pointe et on s'en va. Donc on ne pourra pas s'en sortir dans la situation où on était, on ne peut pas s'en sortir. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à se connaître dans le vestiaire, sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi, pour lier des amitiés. Bien sûr. Et parce qu'à un moment donné, ça se retrouve toujours sur un terrain, quand on a un effort à faire sur un collègue qu'on connaît mieux ou qu'on ne connaît pas, c'est complètement différent, même si on n'y faisait pas trop attention nous, mais par rapport à ça, donc j'ai dit au coach, ça serait bien qu'on fasse un repas
Donc ça tombait bien, il n'y avait pas de match le week-end, donc il dit on va aller faire un match, on va aller faire un repas. Donc on ne va pas le faire à Nice au début, on va aller le faire à Monaco, parce qu'il y avait encore la tension un petit peu des résultats. Donc je dis ok, choisissez, donc avec Cyril qui vivait là-bas, il a choisi. Et on a été au restaurant, donc on a fait le repas. Et vers la fin du repas, vers minuit, il dit bon les enfants, moi je vais y aller, les garçons je vais y aller, et demain vous aurez qu'à me donner la note, quoi. Donc sauf quand il est parti, il avait demandé combien ça faisait, et quand on est revenu le lendemain, ça avait doublé. Donc il a dit le prochain coup, c'est pas moi qui vais payer. Donc, les coups d'après, c'est nous qui reprenions ça avec une caisse qu'on avait mis en place. Et donc on invitait les coachs aussi en même temps qui avaient fait ça. Mais pour revenir à ça, c'était pour justement relier tout le monde. Et c'est important, je pense que dans la vie de tous les jours, on a besoin de ça, on a besoin de sa famille, on a besoin de ses amis. Et quand on fait un sport comme ça, c'est pas juste de l'individualisme, c'est un collectif. Sinon, je ne pense pas qu'un seul joueur peut, bien sûr, peut faire basculer un match sur un exploit individuel, mais toute une saison ne peut pas tenir un club. Et puis à l'époque, donc vous aviez la classe sur le terrain, mais vous avez aussi la classe en dehors, puisqu'il y a un supporter qui me dit qu'il faudrait lui parler de son manteau de fourrure que Samy Traoré lui a prêté. Alors racontez-nous un peu cette histoire du manteau de fourrure avec Samy Traoré. Non, mais je voyais Samy tous les jours s'habiller, et puis il y avait toujours, quand on arrivait dans le vestiaire, il y avait toujours des looks. Voilà, il y avait tout, quand on arrivait dans le vestiaire, il y avait des notes de données, toi t'es numéro 1, toi c'est 6, là, donc c'était pour se chambrer. Et puis un jour, je vois un manteau dans le magasin et je l'achète. J'ai dit, je vais concurrencer Samy. Sauf que lui, quand il m'a vu arriver avec ça, il m'a chambré avec tout le monde. Et en fait, ça a tourné le truc à la risée. Et c'est pour ça que. C'est même passé en téléfoot. Ouais, mais on m'en parle encore. Donc c'est voilà, que ça a fait son effet. Et vous l'avez toujours, non? Si, je l'ai toujours. C'est peut-être plus utile à Bordeaux qu'à Nice. Mais c'est ça. C'est pour ça que je l'ai dit, j'achète plus de manteau. Il fait chaud, je reste en t-shirt. Pour l'hiver. Et puis il y a eu alors, une dernière anecdote, l'histoire du sparadrap. Alors, Nice 3, vous vous souvenez de cette histoire? En fait, à l'époque, je crois qu'on pouvait garder une boucle d'oreille, mais il fallait mettre un sparadrap dessus, c'est ça? Non, c'est que j'avais fait percer la deuxième oreille et il me restait juste 2 jours avant de la sortir. Et donc je demande à l'arbitre si je peux la garder parce que ça peut se refermer ou quoi. Donc il me dit il faut mettre un sparadrap. Donc j'ai dit ok, donc le sparadrap ça marche. Donc je l'avais enlevé. Et le match se passe et il y a... Vous avez marqué 2 buts d'ailleurs. On marque 2 buts avant, je marque les 2 buts. Et sur le corner, j'ai Faye de 3, que je connaissais quand je jouais à Auxerre, qui me dit Lian, tu vas pas nous faire chier, tu vas pas mettre un 3e ou quoi que ce soit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il me tire le sparadrap, il appelle l'arbitre et il lui dit monsieur l'arbitre, regardez, il n'a pas le droit ou quoi. Donc monsieur l'arbitre il fait la remontrance, il me dit monsieur Lassin, il faut sortir, je lui avais dit qu'il faut un sparadrap ou quoi. Il croyait que c'était moi qui l'avais sorti, donc il me sort. Et après, quand je rentre, je lui dis mais vous savez pourquoi il m'a sorti le... Il me dit non, il me dit mais c'est parce que juste avant il y a eu 2 buts, on a marqué 2 buts et c'est moi qui les avais mis et juste après il me sort pour justement pour pas que je sois sur le corner. Et à la mi-temps il lui a demandé, il lui a expliqué ça. Bon. C'est une anecdote qui fait rire ma fille quand elle voit ça aujourd'hui. Voilà. Et puis on va parler bien sûr de votre carrière en équipe de France, parce que vous étiez... Est-ce qu'on peut vous comparer un petit peu pour les plus jeunes d'entre nous à Olivier Giroud? Vous étiez un petit peu le même type de joueur en équipe de France, c'est-à-dire... Non, sauf qu'Olivier Giroud a plus de sélection que moi. Moi j'y allais par rapport, on va dire, au niveau du style de jeu, vous étiez un petit peu... C'est un joueur qui vous ressemble aujourd'hui. Au style de jeu, c'est pour ça que j'aime bien Olivier Giroud, parce que c'est quelqu'un qui reste sur... ou avec qui on peut jouer en appui ou quoi que ce soit, c'est pas que de la profondeur, donc j'aime bien ce style de joueur-là. Mais moi, je me considérais pas comme un titulaire à part entière de l'équipe de France. J'y allais remplacer des garçons comme Thierry Henry ou Trezeguet qui étaient blessés, parce que justement en club, j'arrivais à sortir mon épingle du jeu, à marquer des buts. Et sur cette sélection, j'ai réussi à en marquer 3. J'ai fait la préparation pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'était entre vous et Guy Varche que ça se jouait. Oui, mais cette année-là, je marque, je crois, 16 buts ou 17, et lui, Guy Varche en marque 25 avec Guingamp. Et c'est lui qui... à Vérène, je crois. À Vérène, et c'est lui qui y va, et voilà. Puis lui, par contre, sur la Coupe du Monde, c'est pareil. Ça aurait pu changer, parce que sur le premier match, il a 2 occasions qu'il ne met pas, et ça aurait pu lancer sa Coupe du Monde, et puis à la fin, il ressort sans marquer de but. Mais ça fait partie des choses, et après, je refais 3 sélections, je crois, pour la qualification de l'Euro 2000. Mais c'est pareil, des garçons comme Thierry Henry et Trezeguet étaient meilleurs que moi, sans souci, donc... C'était tout à fait normal. Moi, je prenais déjà ce qu'on me donnait et j'étais fier d'avoir porté le maillot sur la poitrine. Voilà. On va terminer, après on va passer aux questions des supporters. Alors aujourd'hui, je crois que vous avez une vie active, stressante. Pas stressante, non. Vous avez une belle vie active puisque vous avez, je crois, 2 restaurants et puis vous vous occupez aussi des jeunes
au stade bordelais, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais j'avais investi quand on a été champion avec Bordeaux sur un bar-restaurant où on allait en fin de match des fois. Et donc si vous allez à Bordeaux, le café populaire. Le café populaire, voilà. Bordeaux, Ah bon? Ah bon? les Niçois ont été interdits là-bas. Mais il faut pas. Il n'y a rien d'interdit dans la vie. À part quand vos parents vous le disent, sinon. Avec grand plaisir. Et donc, oui, de 2 restaurants. Et après, je m'occupe, j'essaie de faire passer mon savoir-faire qu'on m'a appris à des jeunes. On a pris une partie jeune dans un club, le Stade Bordelais, comme vous disiez, de la partie U8 jusqu'au U17. On a laissé la partie des grands aux autres. Et parce que quand je suis arrivé dans ce club-là, tout était pour l'équipe première et on ne faisait pas attention, alors qu'un club se construit par le bas, pas que par le haut. Donc on a mis en place ça avec des anciens joueurs des Girondins qui m'ont suivi dans ce projet. Et on a réussi en 2 ans à réussir à remonter toutes les équipes au plus haut niveau. Et au jour d'aujourd'hui, on prend plaisir. Et moi, je prends plaisir à entraîner une équipe U13. Je me suis positionné dans cette catégorie-là parce qu'après, quand ils passent... les filles ne marchent pas, c'est ça. Et par rapport à ça, donc je me suis positionné sur cette catégorie-là parce que je pense que la marche est grande de passer du foot à 8 au foot à 11. Et je prends plaisir pour le moment, donc je continue. Merci Lilian, j'ai eu le temps de remettre une petite. Écoutez, on peut l'applaudir bien fort, on va passer rapidement à 2-3 questions de supporters, parce qu'on est un petit peu en retard. Donc s'il y a des questions, alors qui veut poser la première?